Traverser la forêt domaniale de Verdun est une expérience singulière qui suscite parfois émoi ou effroi, mais souvent aussi intérêt et multiples interrogations face à cet écosystème si atypique. Pour rendre compte de la spécificité de cet espace, nous suivrons 4 lycéennes dans leur découverte au printemps 2018. C'est très difficile de s'imaginer qu'ici, il y a un peu plus de 100 ans, il y avait un village. Mais que s'est-il réellement passé ? La forêt domaniale de Verdun, située au nord-est de l'agglomération verdunoise, est une création récente, implantée sur un ancien territoire habité, parsemé de communes rurales. Avant 1914, de nombreux villages ruraux lorrains typiques se succédaient sur les côtes de Meuse, comme celui d'Orne. Seule spécificité du territoire, l'espace est constellé de forts de la ligne serrée de rivières qui ceinturent Verdun, place forte défensive tournée vers l'Empire allemand. La Première Guerre mondiale débute à l'été 1914. Les armées allemandes appliquent le plan Schlieffen. Elles contournent les défenses françaises massées le long de la frontière, évitent Verdun et envahissent la Belgique pour atteindre plus vite Paris. Le haut commandement français, conscient de la gravité de la situation, organise un redéploiement stratégique des troupes franco-britanniques. C'est la bataille de la Marne. Si le nord du département de la Meuse est le théâtre de combat, le Verdunois n'est que peu touché à ce stade du conflit. À l'automne 1914, après une dernière phase de guerre de mouvement, le front se stabilise. La place forte de Verdun a tenu, mais le front est proche. Les Allemands sont à moins de 10 km à Consenvoie. Les villages sur la côte sont évacués ou occupés et subissent chaque jour d'âpres combats. Verdun demeure très vulnérable. Le général allemand von Falkenhayn souhaite saisir cette opportunité pour remporter la guerre. Le 21 février 1916, un déluge de feu s'abat sur la rive droite de la Meuse. En 2 jours, plus de 2 millions d'obus frappent le territoire actuel de la forêt domaniale de Verdun. Le fort de Douaumont tombe le 25, mais le sol labouré par cette offensive, le sacrifice des combattants français et la réorganisation des défenses de Verdun empêchent la rupture du front. Entre mars et juillet, l'armée allemande poursuit son offensive sur les 2 rives de la Meuse. L'utilisation des gaz et les bombardements rythment le quotidien des combattants. Les offensives se succèdent mais ne forcent pas la décision. En juillet, les Alliés attaquent dans la Somme. Les Allemands adoptent une stratégie défensive alors que les Français souhaitent reprendre le territoire perdu. Entre juillet et décembre 1916, l'armée française reconquiert le terrain au prix d'offensives coûteuses en hommes. À la fin de la bataille, symbole de la Première Guerre mondiale, le territoire autour de Verdun n'est qu'un amas de boue et de gravats. Le sol a été retourné par près de 50 millions d'obus.
Si à l'été 1917, de nouveaux combats très violents ont lieu autour de Verdun, ils n'atteindront jamais l'apocalypse de 1916. On a compris la violence de la bataille et la destruction des paysages. Mais aujourd'hui, le champ de bataille est calme et apaisé, grâce à la forêt. Mais pourquoi faire une forêt? On aurait pu, je sais pas moi, reconstruire les villages, cultiver des champs. Le territoire du champ de bataille est impropre à l'installation humaine. De nombreux villages ont été entièrement détruits et 9 d'entre eux sont qualifiés de morts pour la France. Le paysage lunaire est le témoin du déchaînement de violence de la bataille. Parallèlement, le champ de bataille devient un espace de deuil. Anciens combattants, familles, soldats, français et allemands se rendent sur ce sol tourmenté pour se souvenir d'êtres chers disparus ou célébrer leurs sacrifices. Le sol de Verdun devient sacré, lieu de sépulture de nombreux combattants. Il devient alors nécessaire d'ériger un ossuaire, grand témoin de la tragédie de la bataille. Un débat se fait jour alors. Quel devenir pour le champ de bataille? Reconstruction ou préservation? Marqué par des séquelles environnementales considérables, le champ de bataille est qualifié de zone rouge par le ministère des Régions libérées. Les infrastructures sont détruites et le site porte les stigmates de la bataille. Sol ravagé, billes de plomb, balles, obus non explosés, vestiges de guerre. En 1923, une loi classe les sites de zone rouge en 2 catégories. Les terrains à conserver comme vestiges de guerre, comme le fort de Douaumont, et les terrains confiés à l'administration forestière pour être reboisés. Après des travaux de préparation des sols, l'aménagement de la forêt commence en 1927. Plus de 6000 hectares sont boisés. Cette forêt nouvelle est majoritairement constituée de résineux, 36 millions de pins noirs et d'épicéas, issus principalement des dommages de guerre allemands, transforment le champ de bataille. Parallèlement, les anciens espaces boisés, constitués de feuillus, se régénèrent. La vie reprend. Ainsi naît la forêt domaniale de Verdun. Pendant 80 ans, la forêt domaniale de Verdun va croître, connaître différents cycles et évoluer d'une forêt de résineux vers une forêt de feuillus. Aujourd'hui, celle-ci est un lieu majeur de sylviculture et un élément important de la filière bois meusienne.
Administrée par l'agence ONF de Verdun, elle est gérée par 8 personnes. Un responsable d'unité territoriale et 7 techniciens forestiers territoriaux. Ceux-ci appliquent les 3 missions centrales de l'établissement public: produire du bois pour répondre aux besoins de la société, préserver l'environnement et accueillir le public. 15, 20. Constituée de 463 parcelles, la forêt s'étend sur plus de 9600 hectares, dont 85% sont exploités. C'est la plus grande forêt du département de la Meuse. Elle abrite diverses essences qui sont le reflet de cette histoire tourmentée. Actuellement, elle compte près de 80% de feuillus, dont 50% de hêtres. D'ici à 2100, cet écosystème va encore évoluer. De nouveaux programmes de plantation testent actuellement l'introduction d'espèces méditerranéennes, le hêtre giono, le sapin, le cèdre de l'Atlas. Ceci dans une perspective de changement climatique. Élément essentiel de la filière bois meusienne, la sylviculture en forêt domaniale de Verdun est dynamique. Près de 55 000 mètres cubes de bois sont récoltés par an, ce qui correspond à 7% de la production départementale pour un chiffre d'affaires en 2017 de plus de 15 millions d'euros. Cette production est valorisée par 3 filières. La filière bois d'œuvre. Le bois est transformé en grumes, puis en planches, plaqués, contreplaqués et panneaux. Cette matière première est utilisée par les industries de construction, charpente, menuiserie, ameublement et emballage. Puis la filière bois d'industrie. Ce bois subit un processus de trituration qui permet la production de pâte à papier et de panneaux pour l'industrie papetière, la menuiserie et l'ameublement. Enfin, la filière bois-énergie a vocation à transformer ce bois en ressources énergétiques sous forme de bûches, plaquettes ou granulés. La filière bois est amenée aujourd'hui à développer le processus de recyclage dans le cadre d'une économie circulaire. Elle employait environ 2600 personnes dans le département en 2010. La forêt domaniale en zone rouge, à Verdun, a été retenue pour une expérience visant le sauvetage du patrimoine forestier menacé par l'évolution du climat et l'adaptation des essences forestières locales aux conditions climatiques futures. Depuis 2014, la forêt de Verdun participe au projet Giono. Celui-ci consiste à récolter des graines dans le sud de la France, à les élever en pépinière et à venir les planter dans le nord pour sauver ces espèces du changement climatique. Le projet fait référence à Jean Giono, l'auteur de L'homme qui plantait des arbres, paru en 1953. La forêt domaniale de Verdun se situe sur les côtes de Meuse. Si en 2100, on sait qu'une grande partie du territoire national sera hostile aux hêtres, ce ne sera pas le cas de cette région naturelle, qui restera un lieu de résistance, où les hêtres pourront continuer à supporter le climat. Le dérèglement climatique n'affecte pas que les feuillus. On voit qu'ici, nos épicéas sont attaqués par un insecte, le scolyte, qui est en train de décimer nos plantations d'épicéas. Cette plantation où nous nous situons, une plantation Giono, permettra aux générations futures de continuer à cultiver notre forêt. Le dérèglement climatique apporte son lot d'incertitudes. Le projet Giono consiste à mesurer la survie et la croissance de nos hêtres par rapport aux hêtres du sud de la France sur le long terme. Si la nature avait des millions d'années devant elle, ces arbres pourraient migrer tout seuls en suivant lentement l'évolution du climat. Ça ne sera pas le cas, donc on est obligé de remplacer la nature et de faire une migration assistée, c'est-à-dire que c'est nous qui allons chercher les hêtres pour les implanter dans le nord de la France, pour espérer les conserver. Attention, ça glisse. Oui. Ah. Oh.
Et les filles, vous avez déjà fait un voyage scolaire à Verdun? Oh bah Ouais, oui. il y a longtemps par contre. On a tous fait Ouais. des voyages scolaires. Et c'était toujours avec notre prof d'histoire géo. C'est vrai ça. Pourquoi c'était pas avec notre prof de maths? Ouais, je me rappelle, j'ai jamais eu de voyage scolaire avec un prof de maths ou de français même. Jamais. Du coup, on connaît tous le champ de bataille, non? Bah oui, du coup. Oui. Et je pense quand même que tout le monde ait déjà fait un voyage scolaire à Verdun. Oui. Regardez, à la commémoration du centenaire, on était 4000. 4000. Ouais, 4000 personnes. Mais attends, 4000, ça fait beaucoup. T'imagines la Ouais, foule que bah ça doit oui. faire? Ouais. Donc du coup, visiter le champ de bataille, c'est faire de la mémoire au final. En quelque sorte. En fait, c'est faire du tourisme de mémoire. 100 ans après la bataille, la forêt domaniale est riche en vestiges. Forts, ouvrages, abris d'infanterie, batteries d'artillerie, boyaux, tranchées. Ces témoignages de pierre, de fer et de béton constituent un patrimoine exceptionnel et unique. Un véritable musée en plein air. Les filles! Oui. Il y a un truc. Un truc bizarre, mais il y a un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est profond. J'ose pas toucher. Regarde, mais c'est trop. Tu vois le bout? Tu vois le... Non, c'est noir. Ça devait être pour se cacher. L'ONF est gestionnaire de la forêt domaniale. À l'instar du ministère des Armées pour le cas des forts de Douaumont et de Vaux, l'Office national des forêts a confié la gestion d'autres sites emblématiques au département de la Meuse par voie de concession, environ 25 hectares répartis sur une quinzaine de sites. Ce musée en plein air est aussi entretenu par l'intervention de l'Association pour la sauvegarde du champ de bataille et l'ONF. Il est équipé de sentiers balisés favorisant la découverte du site. C'est bon? Oui, ouais. La forêt a permis la conservation du champ de bataille. C'est un site mémoriel très fréquenté qui accueille près de 500 000 visiteurs par an. Touristes, familles, soldats de tout pays se rendent sur ce site avec une émotion particulière. Aujourd'hui, les lieux les plus visités sont l'ossuaire, la nécropole nationale, les forts de Vaux et de Douaumont, les villages détruits et le tout nouveau mémorial. La bataille conserve une place importante dans la mémoire collective française et européenne. Les commémorations de la bataille de Verdun ont souvent été le théâtre d'actes symboliques marquants. Le discours de Charles de Gaulle en 1966, la fameuse poignée de main entre Mitterrand et Kohl en 1984, et en 2016, les 4000 jeunes pour le centenaire de la bataille de Verdun, en présence d'Angela Merkel et de François Hollande. On est jeunes, résultat, on reste. On est jeunes, résultat, on reste. L'une des ambitions de l'engagement de la forêt de Verdun dans le label Forêt d'exception est de mieux guider le visiteur dans sa découverte du champ de bataille. Chaque année, de nombreux visiteurs se rendent sur le champ de bataille et dans la forêt domaniale de Verdun. Alors, si les sites mémoriels sont parfaitement connus et identifiés, il n'en demeure pas moins qu'il est compliqué d'appréhender l'ensemble du champ de bataille au regard de son étendue. C'est pour cette raison que les partenaires du label Verdun Forêt d'exception ont fait le choix de faciliter cet accès sur le champ de bataille en équipant le massif forestier. Ainsi, 5 sentiers pédestres et historiques ont été créés. Une piste cyclable qui relie les forts a aussi été créée et on peut parcourir un circuit routier qui relie les villages détruits. Les travaux sont maintenant achevés. Et dès lors, chaque visiteur, chaque opérateur, qu'il soit français ou étranger, peut facilement identifier l'offre touristique sur le champ de bataille. Et on peut aussi se rendre au pôle d'accueil du mémorial pour avoir de plus amples renseignements et faciliter la visite. Alors, il est établi que le champ de bataille de Verdun est un des plus étendus et des mieux conservés de la Première Guerre mondiale.
Pourquoi? Tout simplement grâce à la forêt et aux générations de forestiers qui se sont succédées sur ce territoire. Contrairement aux autres zones rouges qui se sont anthropisées, ici la forêt a joué son rôle protecteur pour nous apporter tous les vestiges jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de vestiges qui ont été découverts ou qui sont encore à découvrir. Et le sol a une grande sacralité puisqu'il abrite encore le corps de 100 000 combattants. Néanmoins, c'est un espace forestier géré, préservé et équipé pour l'accueil du public. Chaque partenaire du label Verdun Forêt d'Exception soutient cette ambition, soit par ses actions propres, soit sous l'égide du label et dans le cadre du programme d'action qui a été établi. À l'heure du financement participatif, chacun peut faire ses dons auprès de la Fondation du patrimoine qui soutient nos projets. Quand j'ai visité le fort de Vaux, j'ai vu une chauve-souris. Et le guide a aussi parlé d'une orchidée. C'est étonnant, il y ait autant d'animaux et qu'on soit dans un espace aussi boisé, alors qu'on est dans une ancienne zone de guerre. Je me demande d'ailleurs s'il y a des espèces particulières dans cette forêt. Espèces rares et obsidionales font de la forêt domaniale de Verdun un écosystème particulier à biodiversité étonnante. En parcourant les sentiers forestiers, il n'est pas rare de croiser sur sa route des arbres fruitiers. La Première Guerre mondiale est aussi le théâtre de l'arrivée de plantes propagées par les armées, appelées obsidionales. Les mouvements de troupes et les cantonnements ont apporté bon nombre d'espèces nouvelles en Meuse. Le crin végétal originaire d'Allemagne, issu des paillasses des soldats, et le géranium des prés dans le nord du département. L'herbe aux yeux bleus américaine, quant à elle, s'est implantée en forêt domaniale de Verdun. Enfin, la forêt est une zone protégée, classée Natura 2000, peuplée par une faune et une flore exceptionnelles. Cet espace abrite en particulier un milieu humide naturel ou artificiel, constitué de nombreux ruisseaux, zones marécageuses, mares issues de trous d'obus. Il est favorable à différentes espèces protégées à phase aquatique, comme le crapaud sonneur à ventre jaune et le triton crété. Les forts et autres ouvrages militaires, quant à eux, sont le biotope de chauves-souris et d'orchidées. La forêt domaniale de Verdun présente une grande biodiversité que des inventaires naturalistes ont permis de mieux connaître. La forêt domaniale de Verdun est un biotope récent. Pour le grand public, cet écosystème peut paraître inhospitalier, mais c'est faux. Au sein de cette zone rouge, au sol meurtri par la guerre, la forêt s'est progressivement reconstituée et une biodiversité nouvelle s'est installée. Cette forêt présente une mosaïque de milieux qui abrite une faune et une flore très variées. Il apparaît donc indispensable de recenser ces espèces pour mieux les prendre en compte. Par exemple, on dénombre 126 espèces de papillons, dont 2 espèces rares classées en danger au niveau européen, des batraciens ou encore des plantes rares ou protégées. La gestion raisonnée de la forêt englobe la production de bois, mais aussi la préservation des espèces et des milieux. Un des exemples est le crapaud sonneur à ventre jaune. C'est une espèce qui s'est développée dans les dépressions en eau et dont la présence est prise en compte lors des interventions sur le terrain. La forêt domaniale de Verdun se situe en zone Natura 2000. La gestion forestière prévue et sa mise en œuvre sur le terrain doivent respecter les mesures préconisées par ce dispositif. Concernant les inventaires naturalistes réalisés, les recommandations qui découlent des résultats de ces études seront intégrées dans l'aménagement et dans la gestion forestière. Donc ouais, un petit triton alpestre, pas un gros pépère, mais une belle bête quand même. Je vais le remettre à l'eau. On cite souvent les orchidées des pelouses calcaires ou le triton crété. Moi j'aime bien les chiroptères de notre forêt, notamment le grand rhinolophe avec son nez en forme de fer à cheval. Il peuple les forts et les ouvrages de la forêt domaniale de Verdun, qui constitue l'un des bastions français pour l'espèce. La forêt domaniale de Verdun est une forêt d'exception. Née d'un cataclysme, implantée sur un territoire dévasté, elle est aujourd'hui un espace productif sylvicole, un lieu sanctuaire qui abrite un patrimoine historique et naturel singulier. Nos lycéennes ont découvert une forêt qui les a fait grandir et percevoir de nouveaux enjeux.
Nous leur avons demandé de résumer en une phrase ce qu'était leur forêt d'exception. Le lieu de travail des gens qui aiment la nature et les bois. Une randonnée dans la Première Guerre mondiale, un vrai voyage dans le temps. Une réserve pour la faune et la flore. Un laboratoire pour faire face au réchauffement climatique. Un lieu citoyen, à tous et pour tous, bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ces futures citoyennes seront les actrices de la démocratie de demain. C'est en décryptant le monde qui les entoure qu'elles seront le plus à même de prendre des décisions pertinentes et de jouer un rôle essentiel dans la société.